Mais nous n'avons pas été dupes. Cet homme est un mythomane, et je pense qu'il doit être suivi par un psychologue. Pour les motifs invoqués, je prononce donc le divorce en faveur de Madame Fontana. Elle gardera le domicile conjugal et recevra une pension alimentaire de 3 000 francs par mois. Le viol n'est pas une affaire d'amour. Et la société se doit de réagir. Bien sûr, j'interdis tout droit de visite à Éric Riquet, mais je crois que la prison se chargera de régler ça. Donc je vous interdis de quitter l'enceinte de ce tribunal. J'ai averti les forces de police et je vous prie de vous considérer en état d'arrestation. L'audience est levée. Elle lui payait son loyer, lui achetait des vêtements et passait toutes ses soirées avec lui dans son atelier. Et comment votre femme se comportait-elle avec vous? Très bizarrement. Un soir, dans un restaurant, elle m'a montré des tas de types et elle m'a accusé d'avoir flirté avec eux. Et elle a remis sur le tapis cette histoire avec Monsieur de Maison. Dès la première soirée que nous avons passée ensemble, Sophie n'a pas cessé de me questionner. Elle voulait tout savoir. Quant à ma famille, je l'ai bien prévenue qu'elle était un petit peu spéciale. Ma mère était actrice, très connue surtout pour ses rôles dans les films d'horreur. D'où mon prénom. C'est un petit clin d'œil à Dracula. Et à ce moment-là, Sophie avait l'air de trouver tout ça passionnant, jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. J'avais envie de lui faire partager mon enthousiasme, mais il ne voulait rien savoir. Et quand il ouvrait la bouche, c'était pour dire des choses du style « moi, au moins, je fais quelque chose de concret », tandis que la littérature, ça n'a aucun intérêt pratique. Alors je me suis liée avec mes professeurs et puis avec les autres étudiants. Il fallait bien que je puisse discuter avec quelqu'un. Effectivement, il s'est bien battu à la sortie de l'école, mais pas du tout avec un petit camarade, et vous le savez très bien, monsieur Papas. Il a été attrapé par un homme de main du bookmaker, auquel vous n'aviez pas réglé vos dettes de jeu. Mais c'est complètement grotesque ce que vous dites. Enfin, monsieur Papas, n'avez-vous pas inventé toute cette histoire d'adultère pour détourner l'attention de la cour, afin de passer sous silence votre vice et votre violence? Et voilà qu'on lui reproche aujourd'hui d'avoir eu envie d'amande au chocolat, alors qu'elle était au fond d'une grotte, isolée de tout depuis des semaines. Madame André a toujours été un sujet d'expérience pour son mari. Et il a toujours cherché à la ridiculiser, comme nous en avons la preuve, une fois de plus, ici même. Pour ces motifs, Madame André demande le divorce. Donc, quelques mois après la naissance de ma première fille, une amie qui travaille dans la pub est venue me voir. Et elle est tombée en admiration devant elle. Et elle m'a demandé si elle pouvait la prendre comme modèle pour la campagne publicitaire d'une nouvelle marque de couches. Je ne me souviens plus laquelle d'ailleurs. Non, c'est pas grave, madame Lamy, continuez. C'est vrai. Bref, quand mon mari a vu le chèque que ça nous a rapporté, il a sauté au plafond. Et c'est là qu'il a décidé d'ouvrir sa propre agence. Lorsque je lui faisais la cour, par exemple, je lui disais que j'aimerais lui décrocher la lune et les étoiles. Bien, le jour de notre premier anniversaire de mariage, je lui ai offert un diamant en forme de croissant de lune. J'avais mis de côté assez d'argent pour cela. A-t-elle su apprécier ce geste, monsieur Debray? Elle a commencé par jeter un coup d'œil sur les relevés bancaires de notre compte joint pour voir si par hasard je n'avais pas prélevé l'argent dessus. Il téléphonait quelques heures avant le départ des Grands Prix pour me faire rayer de la liste des concurrents. Je lui ai dit que je n'avais ni le temps ni l'envie de le tromper et qu'il pouvait dormir sur ses deux oreilles. Et puis, je suis tombée enceinte de Lucie. Ça nous a rendus tellement heureux tous les deux que tous nos problèmes ont disparu. Enfin, jusqu'à la naissance de Lucie, parce qu'après j'ai repris la compétition et David a recommencé ses crises de jalousie. Oui, mais j'étais très inquiet pour elle dès le départ. Oui, une femme seule, isolée comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et lorsque Michel, Madame André, a craqué, j'ai voulu la faire sortir, mais son mari a été inflexible. Et évidemment, tout ce qui comptait pour lui, c'était que son expérience réussisse. Oui, il disait qu'il préférait ruiner sa vie plutôt que celle de sa femme. Il disait qu'elle était merveilleuse, qu'il ne voulait pas la blesser, qu'il devait la protéger. Mais vous savez, j'observe cette attitude chez la plupart des homosexuels mariés qui commencent une analyse. Ce sentiment protecteur altruiste n'est en fait rien d'autre que l'expression positive d'un très fort sentiment de culpabilité. On était à Nice, on attendait qu'on nous change un joint de culasse. Je vais aux toilettes et quand j'en ressors, il me balance. Je sais bien ce que tu traficotais là-dedans, sale traîné. Il m'a tordu le bras tellement fort qu'il me l'a cassé.
J'ai dû aller à l'hôpital. Et vous avez cependant continué la vie commune, Madame Monplaisir. Bah, à l'hôpital, j'ai dit à Justin que je voulais plus vivre avec un homme qui me cognait. Il s'est mis à chialer, à dire que la boisson lui faisait perdre les pédales. Bah, puisque c'est ça, pourquoi tu te fais pas soigner, j'ai fait. Faut dire qu'avant qu'on se marie, Charlotte, elle s'était déjà vantée d'avoir plus d'entailles au montant de son lit qu'un porc-épic qui la dépine. Hein. Ah bon? Oui, mais bon, après, on a fait équipe de nuit, et puis elle m'a dit que tout ça, c'était du passé. Alors, on a fait un emprunt à la banque, tous les deux, et on s'est payé un camion flambant neuf, hein, avec 9 paires de roues porteuses. Hein. Et puis on a créé notre entreprise. Alors j'ai donc repris une très vieille pièce que j'ai retravaillée pour ma femme, pour lui donner le rôle principal. Et puis un jour, j'ai invité des producteurs éventuels à la maison, et d'un seul coup, ma femme s'est mise à trembler. Elle hurlait en disant qu'il y avait des yeux qui flottaient dans la pièce et qui nous espionnaient. Alors évidemment, les producteurs ont pris peur et sont partis en courant. J'ai donc compris qu'il fallait que ma femme voie un psychiatre. J'y ai dit pour ce qui était arrivé à Mélissa. Elle était toute retournée. Mais pas pour le viol. Parce qu'on allait en accuser Baron. Je suppose que maintenant, mon mari va dire que c'est entièrement ma faute parce que c'est moi qui l'ai engagé. Sa bêcheuse de secrétaire, elle prenait les messages en disant qu'il était en réunion. Mais s'il dit qu'il était à son bureau, c'est qu'il était, hein. Monsieur Riquet, c'est l'homme le plus honnête que je connaisse. Mais le plus célèbre et le plus significatif, c'est quand Albert a reçu le Grand Prix de la BD. Il y avait un monde fou, tous les grands noms de la presse étaient présents, il est monté sur l'estrade, et il a gentiment demandé à Dexter de prononcer le discours à sa place. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça a donné. Monsieur Valence a proposé à sa femme de travailler dans son magasin d'animaux. Il pensait que ça leur permettrait de se voir plus souvent. Mais Madame Valence a tout fait pour ruiner son commerce et sa réputation. Lorsque mon client lui a offert un petit cochon à sa femme, elle l'a aimé tendrement comme son enfant, en délaissant complètement son mari. Il m'a mise devant le fait accompli. Alors j'ai pas voulu le contrarier, je l'ai pris sur moi. J'ai pris mon mal en patience. Mais très rapidement, nous nous sommes disputés avec Nicole. Elle faisait exprès d'oublier systématiquement de fermer la porte de la maison à clé. Alors elle m'a dit qu'il fallait que je comprenne, que la vie allait changer, que je ferais mieux de rester à ma place. J'étais dans son restaurant pour parler affaires avec lui. Le petit Dimitri, c'est son fils, est entré et est venu lui annoncer qu'il avait raté son examen de grec à l'école. Eh bien, Monsieur Papas a pris le fouet dont il se servait pour monter les œufs en neige. Et il a commencé à battre son fils. Vous savez, un fouet, ça fait beaucoup plus mal qu'une ceinture. À partir du jour où ils ont décidé de se jurer à nouveau fidélité, c'est Madame Tavernier, et non son mari, qui a rompu leur accord. Le comportement de Madame Tavernier, sous l'emprise de drogue dure, a souvent mis la vie de leur jeune fils en danger. Pour ces motifs, Monsieur Tavernier demande la garde exclusive de son fils Christophe, l'attribution du domicile conjugal et refuse de payer toute pension alimentaire pour sa femme. Au début, oui. Tout fonctionnait à merveille. Jamais un mot plus haut que l'autre et... En fait, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Mais je savais que mes problèmes cardiaques risquaient de s'aggraver à cause de la fatigue nerveuse et du stress. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à mon mari. Je lui avais dit qu'il fallait que j'évite toute émotion forte. Et puis, à peu près un mois après notre mariage, j'ai fait une attaque cardiaque très grave, pendant qu'on faisait l'amour. Évidemment, il n'y avait qu'à voir comment il se tenait. Puis on sait très bien ce qu'on va faire quand on va dans ce genre d'hôtel. Hein. D'ailleurs, il suffisait que Madame Naudin ait quelques minutes de retard à l'aéroport pour que Monsieur Armand se mette dans des états impossibles. Je me souviens de l'avoir vue une fois trépigner et se mordre les poings, simplement parce qu'elle avait un quart d'heure de retard. Non, enfin, quoi qu'il en soit, il l'a dans la peau. Oui, et avec Mademoiselle Charlot. J'étais avec Olivier dans un hangar. Je ne voulais pas qu'il se fasse mal. Alors j'ai levé les yeux vers le poste de pilotage d'un avion qui était garé par là et j'ai vu Monsieur Deveau et Mademoiselle Charlot. Ils s'embrassaient. Elles se tripotaient partout. Alors j'ai appelé un taxi pour rentrer à la maison. Je ne voulais pas que le petit voie ça. Christophe n'avait pas de toit, pas de travail, comme moi avant que je rencontre mon mari. Et mon mari m'avait demandé de trouver un homme à tout faire. Donc je l'ai embauché. Il travaillait bien, Denis était très satisfait. Jusqu'au jour où il est arrivé à la maison et qu'il a trouvé Christophe tout seul. J'étais sortie faire des courses.
Et que s'est-il passé lorsque vous êtes revenu chez vous? Mon mari m'a dit qu'il avait renvoyé Christophe. Alors on a décidé d'habiter ensemble. On a donc pris un appartement. Et puis c'était tellement bien qu'on s'est dit qu'après tout, le mariage n'était pas une si mauvaise idée. Et vous avez appris que vous attendiez un enfant. Et du coup, on a décidé de légaliser notre situation. Le problème, c'est qu'après, mon médecin m'a dit que c'était une fausse alerte. Je faisais une grossesse nerveuse. Mais on était déjà mariés. Elle racontait à tout le monde à quel point cette épreuve avait été pénible pour elle. Enfin, jusque-là, elle avait toujours été une femme parfaite. Et moi, j'ai toujours subvenu à tous ses besoins, et ainsi qu'à mon fils. Mais quand j'ai fait mon attaque, alors elle a commencé à se comporter comme ma mère. Pour rien au monde, je n'aurais voulu faire de mal à ma femme. Au contraire, c'était à elle que je pensais avant tout. Mais je savais que quelque chose ne tournait pas rond, alors j'ai rejoint cette association d'anciens prêtres. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est une association formidable. Et puis un jour, un type est venu et il m'a raconté qu'il avait quitté les ordres en se rendant compte qu'il était homosexuel. Il fallait absolument que je passe cette maîtrise en psychologie pour faire ce que je voulais. Je crois que j'étais malheureuse et furieuse contre lui. Même s'il m'avait abandonnée, je l'aimais encore. On n'avait même pas eu le temps d'être heureux ensemble que déjà j'étais veuve. Vous savez, je m'étais tellement faite à l'idée qu'il soit mort, j'en avais tellement souffert que pour moi il l'était vraiment. Alors quand il est revenu, qu'il a voulu reprendre la vie commune comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, je n'ai pas pu. Je ne l'aimais plus, c'était trop tard. Il était vraiment mort. Évidemment. Ça a vraiment toujours été comme ça. Ma femme pique des colères pour un rien. Elle est soupe au lait, comme on dit. Par exemple, une fois, mon camion est tombé en panne. J'ai fait des kilomètres à pied pour rentrer à la maison. Eh bien, quand je suis arrivé, ma femme a cru que j'étais en retard parce que j'avais été courir le jupon. Elle ne m'a pas écouté. Elle m'a lancé des œufs à la figure. Cru, monsieur le juge. Bah moi j'ai essayé de le rassurer, et je lui disais que c'était pas grave, que c'était normal, quoi, qu'il était un peu trop angoissé. Mais comme ça n'a pas eu l'air de s'arranger, bah je lui ai conseillé d'aller voir un spécialiste. Et il a accepté. Mais à une seule condition, c'est que j'en parle pas à sa femme. Il disait qu'il avait aucun problème physique et... Merci. Mais de rien. Et il disait que son impuissance était d'origine psychologique. Mais de son côté, Flo, elle comprenait pas pourquoi il était toujours de mauvaise humeur.